Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler d'imagerie médicale. Je dois avouer que j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu l'imagerie médicale dans les domaines de recherche répertoriés par le Dr Quirion. Mais c'est pas grave parce que l'imagerie médicale s'infiltre dans tous les domaines. Alors, l'imagerie médicale, évidemment, si on fait un peu d'historique, il y a eu plusieurs développements majeurs qui sont arrivés au cours du dernier siècle, qui a commencé avec la découverte des rayons X, la radioactivité, et qui ont conduit à plusieurs prix Nobel. Alors, c'est un domaine qui a été assez fertile de ce côté-là. Je ne vais pas passer à travers tout ça, mais il y a quand même des développements technologiques, des découvertes qui ont été reconnues au niveau mondial qui servent à l'imagerie médicale aujourd'hui. Si on se reporte en 1964, l'imagerie médicale, c'était assez limité. Il y avait évidemment les radiographies qui avaient été découvertes à la fin, au début des années 1900, et qui étaient toujours utilisées de façon conventionnelle pour faire de la radiographie planaire. Il y avait un peu d'imagerie au niveau en utilisant la radioactivité. On utilisait des scanners rectilinéaires comme ce qui est représenté ici, et il y avait la gamma caméra qui permettait de faire des scintigraphies. Alors, c'est les domaines qui étaient présents en 1964. Il a fallu attendre un peu plus tard pour d'autres développements, mais il y avait quand même une démonstration qui avait été faite en 1952 qui était d'utiliser ce qu'on appelle des positrons, qui est une façon de désintégrer des matières radioactives en émettant un positron qui est de l'antimatière qui va s'annihiler avec un électron du milieu et produire deux photons très énergétiques qu'on peut détecter extérieurement. Alors, ce principe-là a été démontré en 1952 et on a produit à l'époque les premières images en utilisant deux détecteurs en coïncidence et on pouvait déterminer qu'il y avait une tumeur qui était présente au niveau du cerveau. Il a fallu attendre quand même quelques années avant que ce principe-là soit mieux exploité dans les années 70 avec des systèmes qui ont été développés initialement à Brookhaven National Laboratory. Cet appareil-là a été éventuellement transporté à Montréal, à l'Institut neurologique, et il y a eu des développements qui sont produits un peu partout dans le monde, mais spécialement à Saint-Louis. C'est quelques étapes dans le développement de ces appareils. Il y avait évidemment une course à la résolution spatiale, une course à la sensibilité qui fait qu'on a développé toutes sortes de systèmes de détection. On est à un moment donné arrivé à une limite où on ne pouvait plus avoir des systèmes, on peut avoir seulement qu'un seul anneau de détecteur, donc il y avait une limitation. Ce qui a permis de sauver la situation, c'est l'invention des détecteurs blocs, donc une façon de mesurer la radioactivité qui permettait finalement d'atteindre des résolutions qui sont quand même intéressantes et qui ont permis de continuer le développement de cette modalité-là. Et c'est un exemple ici de l'amélioration de la qualité des images au fur et à mesure des développements technologiques. On voit que des images qui au début étaient à peine perceptibles, on voyait à peine le cortex cérébral. Maintenant, on arrive à avoir des images qui sont très précises et avec des traceurs qui sont spécifiques, on arrive à mettre en évidence des régions du cerveau qui sont très précises et je suis sûr que dans la prochaine présentation, vous allez pouvoir apprécier ce genre de développement. Donc, en parallèle avec tout ça, il y avait un développement, on peut faire un parallèle entre le développement technologique des scanners et puis le développement technologique au niveau des dispositifs électroniques. Tout le monde connaît la loi de Moore qui dit qu'à tous les 18 mois, on double le nombre de transistors qu'on peut mettre sur un circuit intégré. Dans les scanners TEP, les scanners à tomographie d'émission par positron, c'est un peu la même chose qui arrive, mais c'est, la fréquence, c'est à tous les 24 mois. On doublait le nombre de détecteurs dans les appareils. Il y a quand même une limite qui a été atteinte et on n'a pas dépassé le nombre de 100 000 détecteurs depuis la fin du dernier siècle. Alors, on fait face à une résistance à ce niveau-là. Alors, quels sont les défis actuels de l'imagerie médicale, toujours orientés vers la tomographie par positron? Tout d'abord, il y a l'imagerie préclinique. On voudrait pouvoir imager des petits rongeurs, des animaux. Il existe plusieurs modèles d'animaux, de maladies humaines, et en particulier, la souris est un modèle très intéressant, mais également pour des animaux intermédiaires qui permettent de faire la translation des découvertes qui sont faites chez des petits animaux vers des animaux de plus grande dimension.
Il y a aussi tout le domaine de l'imagerie multimodale. Je vous parle beaucoup de la tomographie par positron, mais il existe plusieurs modalités d'imagerie et toutes sont utiles et elles sont complémentaires. Donc, il y a un intérêt à développer des appareillages qui sont multimodaux. On va parler un peu de temps de vol aussi, qui est un développement dans le domaine qui est assez important. Alors, l'un des défis, c'est de passer de l'imagerie humaine, qui s'est très bien développée. C'est un peu la qualité d'image qu'on peut obtenir aujourd'hui avec les scanners TEP cliniques. Si on veut aller chez l'animal, si on veut faire l'imagerie d'un rat, on a un facteur 300 quand même dans la dimension. Alors, il faut améliorer la résolution par un facteur équivalent. Et si on veut aller chez la souris, c'est un autre facteur 10. Et je vous invite à regarder ici... par exemple, cette image qui devrait tourner, problème technologique, où on voit que la définition n'est pas aussi bonne que ce qu'on peut obtenir chez l'humain actuellement. Alors, il y a encore des progrès à faire. En particulier, il faudrait atteindre une résolution de l'ordre du microlitre ou du millimètre pour avoir la même définition. Alors, parmi les progrès qui ont été réalisés pour atteindre une très bonne résolution, l'une des choses qu'on a fait à Sherbrooke, c'est de développer un scanner qui utilisait une nouvelle technologie de détection basée sur des photodiales avalanches. Alors, c'est le premier prototype qui a été développé, qui a été utilisé, soit dit en passant, de 1995 à 2009. Donc, c'est un prototype qui était fonctionnel. Et vous avez quelques exemples ici d'images qui ont été obtenues, qui devraient bouger. C'est un cœur de rat qui bat. C'était la première fois qu'on arrivait à imager ce type d'organes en mouvement. Alors, avec les développements, c'est le scanner qui a été commercialisé éventuellement et c'est la qualité d'image qu'on peut obtenir. Vous pouvez voir les détails qu'on obtient. Je vous fais remarquer ici que ce n'est pas une radiographie. Ce n'est pas obtenu avec les rayons X. C'est un traceur qui se fixe dans l'os. Et ce qu'on voit, c'est une représentation du métabolisme osseux. Alors, c'est la qualité d'image qu'on est capable d'obtenir aujourd'hui en tomographie par positron chez des petits animaux. Et il y a aussi eu des développements vers l'imagerie multimodale. Les développements, essentiellement, c'est qu'on met côte à côte des scanners, un scanner TEP, un scanner de tomodensitométrie, un scanner pour l'imagerie monophotonique, et on va séquentiellement obtenir des images des différentes modalités et les fusionner comme on le voit ici. Des développements futurs qui sont déjà en cours, on veut toujours améliorer la résolution. L'une des façons d'y arriver, c'est d'avoir des détecteurs qui sont de plus en plus petits, de garder toujours un couplage individuel. Et c'est le développement qui se fait ici, qui implique des développements technologiques assez importants. Par exemple, ce circuit intégré ici, on nous dit que c'est le plus complexe jamais développé au Canada. 64 canaux de détection ont été intégrés sur cette puce-là, ce qui va permettre d'obtenir une résolution submillimétrique en tomographie par positron. Et la particularité de ce détecteur, c'est qu'il permet aussi de faire de l'imagerie en tomodensitométrie avec les rayons X. Donc, on va fusionner deux modalités en utilisant ces détecteurs. Et c'est le premier exemple ici d'une image qui a été obtenue avec les mêmes détecteurs, autant pour l'imagerie TDM que pour l'imagerie TEP. Alors, on a les images de TDM ici, les images TEP ici, et la fusion des deux images. Et c'est le premier exemple d'une image qui est obtenue en utilisant les mêmes détecteurs, avec une résolution qui est quand même limitée parce que ça n'a pas été fait avec les dernières versions de détecteurs. D'autres développements qui ne se font pas au Québec, mais qui pourraient se faire avec les technologies qu'on utilise, c'est de fusionner l'imagerie TEP et l'imagerie IRM, l'imagerie de résonance magnétique. Et c'est un exemple ici d'un développement qui a été effectué en Allemagne et le type d'image qu'on peut obtenir. Un autre développement qui est quand même assez intéressant, c'est le temps de vol. Normalement, lorsqu'on détecte une annihilation, on peut déterminer sur quelle trajectoire se trouve le point d'émission de la radioactivité. Et lorsqu'on fait la reconstruction des images, c'est le mieux qu'on peut dire. Si on pouvait mesurer le délai entre le temps d'arrivée des deux photons sur les détecteurs, on pourrait améliorer finalement la précision des images. Et il y a un gain de sensibilité qui a été démontré, qui est essentiellement le rapport entre la dimension de l'objet qu'on veut mesurer et la précision de temps de vol qu'on est capable d'obtenir en mesurant les délais ici.
Actuellement, on obtient une précision de 500 picosecondes, donc 500 milliardièmes de seconde. Et ça permet d'améliorer la qualité d'image chez l'humain avec une précision de l'ordre de 7,5 mm. Si on voulait le faire chez le rat, on aurait besoin d'une résolution de 100 picosecondes. Si on veut aller chez la souris, c'est 10 picosecondes qu'on a besoin. C'est très rapide. Et la technologie actuelle ne permet pas de le faire, mais on y tend. L'un des avantages de pouvoir d'avoir cette précision-là, c'est que la reconstruction tomographique, qui est une méthode mathématique pour obtenir les images, ne serait plus nécessaire. On pourrait détecter vraiment en 3 dimensions ce qu'on observe. Alors, les développements futurs, vers quoi on s'en va, je représente ici un détecteur qui est le détecteur Atlas du CERN, qui pèse 7000 tonnes, qui mesure 22 mètres par 40 mètres et qui compte grosso modo près de 500 000 détecteurs. Les prochaines caméras TEP qui vont se développer avec les technologies qui s'en viennent, ils vont compter 500 000 détecteurs aussi. Ils vont devoir avoir des dimensions très réduites, peser environ 100 kg et être introduits à l'intérieur d'un appareil d'IRM. Alors, il y a des défis qui sont quand même substantiels qui restent devant nous et je veux juste simplement en exposer quelques-uns. Comment est-ce qu'on peut réaliser ça? On va utiliser des détecteurs qui sont beaucoup plus performants. C'est quelques développements sur lesquels on travaille au niveau des scintillateurs, au niveau des photodétecteurs, qui est au niveau électronique. Il y a de nouveaux détecteurs qui sont développés qu'on appelle des détecteurs digitales ou numériques, qui peuvent être ultra rapides, donc qui peuvent atteindre les résolutions de 10 picosecondes dont on parlait. Pour réaliser ça, évidemment, il y a des développements électroniques majeurs qui doivent être réalisés et ça ne peut se faire qu'en utilisant de l'électronique 3D, les mêmes technologies que vous avez dans vos téléphones cellulaires. Et ces développements-là sont possibles grâce à une chose qu'on a au Canada qui est la CMC, la Canadian Microelectronic Corporation, qui nous permet de faire du prototypage de circuits intégrés. Alors, si on a ces détecteurs-là, on pourra construire des appareils TEP à ultra haute résolution, meilleurs qu'1 millimètre, qui vont pouvoir faire du temps de vol chez la souris, donc de pouvoir faire de la localisation 3D sans avoir besoin de reconstruction tomographique. Et ces technologies-là peuvent être aussi utilisées pour faire de la tomographie, de la tomodensitométrie à rayon X. Et ce sont des technologies qui deviennent disponibles et qui pourraient être utilisées pour ça. Et toute cette technologie-là pourra être insérée à l'intérieur d'un aimant, donc pour faire de l'imagerie par résonance magnétique combinée. Alors, l'objectif de tous ces développements-là, c'est qu'actuellement, lorsqu'on fait l'imagerie chez des patients, qu'on veut utiliser plusieurs modalités, il faut déplacer le patient d'un scanner à l'autre. L'objectif de tout ça, ce serait d'avoir un scanner où on place le patient et on utilise la modalité ou les modalités qui sont les plus appropriées pour poser un diagnostic quelconque. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'imagerie offre des possibilités extraordinaires pour la recherche biomédicale et j'espère que ce sera reconnu comme un des domaines de recherche à l'avenir. Les avantages, c'est que c'est non invasif. On peut étudier des processus dynamiques in vivo. C'est très important pour comprendre la physiologie, mais aussi pour poser des diagnostics qui sont plus précis. On peut en particulier faire des études longitudinales chez un même sujet, que ce soit un patient ou un animal. Les études précliniques chez le petit animal, chez la souris par exemple, pourront être effectuées avec une définition équivalente à ce qu'on obtient chez l'humain très bientôt. L'imagerie TEP temps de vol est à portée de main pour l'imagerie préclinique et on y travaille. La convergence des modalités d'imagerie, TEP TDM, TEP IRM, TEP optique et tout ça, apparaît inévitable pour complètement exploiter tous les bénéfices de l'imagerie TEP. Et je dois dire aussi que la réalisation technologique de ces systèmes-là commande un financement soutenu durant tout le cycle de développement. Et ce cycle de développement, souvent, ne se calcule pas en mois ou en années, mais en décennies. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parmi les organismes subventionnaires. Je veux simplement mentionner tous les collaborateurs et nos partenaires dans les développements qu'on a exécutés. Et je veux dire un merci au FRQS pour 50 années de progrès. Je vous remercie. Chers collègues et amis, c'est un grand plaisir
pour moi, un honneur pour moi, pour participer en ce colloque, le 50e anniversaire de FRQS aujourd'hui. Je m'excuse pour faire la présentation en anglais, mais je pense qu'avec mon accent intéressant, c'est meilleur pour vos oreilles délicates si je parle en anglais. I think I'd most like on this very important occasion to acknowledge the founder of imaging, brain imaging in Quebec, a dear colleague of Julien Doyon of mine over many years, Professor William Feindel, who gave us a start a long time ago in the early 80s when it was really just a simple idea in his mind. Wouldn't it be fun to have a brain imaging center? And the rest is history for Quebec. Over the last 20 years, a lot of what we've done in imaging boils down to this kind of electronic reproduction of what Walter Penfield was doing in the 40s and 50s. Direct stimulation of the cortex is what he did in the operating theater. And what we do is to stimulate the brain in a brain scanner. We get activation, focal activation in particular areas according to the kind of stimulation, whether it be for language or vision or pain or any other kind of behavioral stimulation. That's all very well, but a lot of this was to some extent reproducing what we could have done if we used an invasive technology to put a electrode in that brain region. Increasingly, we're moving to studies of connectivity, where we're interested in how different parts of the brain talk to each other. And there are various ways we can characterize connectivity. It might be structural, as in the left, tractography. It may be functional correlation using fMRI or PET or magnetoencephalography. We can even look at gray matter connectivity implied by correlation between the cortical thickness in different brain regions. There are various ways to capture connectivity in the brain. We're also very interested in moving past imaging for its own sake. Imaging is now just a phenotype that we can integrate with other kinds of information, genetic information, epigenetic information, behavioral information to allow us to characterize the normal and the abnormal brain. So increasingly projects are appearing like the Human Connectome Project, which you can think of as the Human Phenome Project, the next stage past the Human Genome Project. As successful as the Human Genome Project was, it was step one in a 100-step process. We now need to understand how all these proteins operate inside the living human brain, and you can only do that with non-invasive imaging technologies. Increasingly, we're not working in single laboratories. As much as hypothesis-driven research is as important as it ever was, we also can take advantage of the assembly of large amounts of data from multiple centers, from multiple countries, to study various disorders and developmental aspects of brain science. And this allows us to assemble data from many countries, many researchers. These are just a few examples of the kinds of very large projects which are out there in the public domain, which allow us to examine very, very subtle aspects of brain disorders. Everybody, I think, knows the famous Alzheimer's disease neuroimaging initiative, but that's only one of many such projects which are out there now. To analyze this kind of data, imaging, genetics, behavior, you need large-scale computational resources. And we've recently established the Ludma Center. In my own lab's component in that is the McGill Center for Integrative Neuroscience, which provides the computational platform for the analysis. And I stress that the Ludma Center is not a single site. It's a virtual center across Quebec. It involves people at McGill, it involves Simon Deschênes at Laval, Maxime Descouteurs at Sherbrooke, Pierre Bellec at Université de Montréal. This is a Quebec-wide platform already. It covers many brain disorders. It involves many scientific disciplines, mathematics, computer science, engineering, physics. You need all of the above to make an enterprise of this magnitude succeed.
One of the underpinning platforms of the Ludmer Center is the CBRAIN platform, which is a national platform which allows us to researchers to gain access to the high-performance computing endowment of the country, of Canada. We have, this allows data to be anywhere, compute resources to be anywhere, and users to be anywhere. It's all easy to say. What is driving this is, as you see on the, if I can get this to work, what you see on the right, the users live here. The CBRAIN portal provides a transparent access to the high-performance computing network and data resources of the country, such that the researcher doesn't know that they're talking to a complex platform with over 200,000 processors available around the country. Indeed, you see here that there are also linkages to Europe and Korea. In our lab right now, we have a visiting scientist, Tristan Glattard, from Eurospin in Paris. And Tristan has established something similar to CBRAIN in Europe called Virtual Imaging Platform, VIP. And he's established already interoperability between the CBRAIN platform and the European platform underpinning Géant. This allows us tremendous flexibility for INSERM and FRQS to interact with each other on many projects, not necessarily just our own scientific interests in brain research. CBRAIN's worldwide distribution, and it's now in 240 countries. This is out of date. 240 countries across 240 user groups across 19 countries. So we're providing access to a lot of researchers internationally. It's important that Quebec has a role in this growing organization called the International Neuroinformatics Coordinating Facility, that in essence is allowing us to deal with a lot of the infrastructural issues that underpin the integration of imaging, behavior, genetics, and epigenetics. Canada and Quebec, neither are official partners in INCF, and I think it's important that we do that if we wish to establish Quebec as a global player and a global hub in this growing informatics community around the world. One application of this kind of platform that had some notoriety in the last year is the Big Brain project. When this was published in Science last year, it resulted in 14,000 downloads in the first month after this became publicly available. And it was acknowledged by the MIT Technology Review as one of the 10 breakthrough technologies in 2014. Just to emphasize what this brings to you, this is a typical MRI image volume at about 0.5 to 1 millimeter resolution. 1 millimeter is pretty much the standard. If you take a typical part of that image at 0.5 millimeter resolution, then each of the 0.5 millimeter blocks looks like this. If you zoom in on the Big Brain, it looks like this. So you see right away that this is orders of magnitude. In fact, 125,000 times smaller per voxel for the Big Brain data set compared to the typical MRI volume. So you can zoom in and out from whole brain level right down to near cellular level in real time. And we have many projects where people are exploring this for applications in neurosurgery, functional neuroanatomy, neuroanatomy training, and we have projects right now in train with groups in France, with Odile Plaisant. Habib, you will know Odile. This was going to be a nice video, but it doesn't go around, so we'll move on. What's coming down the pipe? That's the Big Brain's at 20 microns. That's already 50 times smaller per dimension than an MRI. And that occupies 1 terabyte of data. Just think about that, 1 terabyte in one data set. That's 100 ADNIs in one data set. But it's already being passed. This is a beautiful slide from my colleagues in Germany, Katrin Amundsen and Carl Zillis, that shows the potential for a technique called polarized light imaging, which allows us to get down to 1 micron resolution to examine Bill Feindel's favorite organ, the hippocampus,
in exquisite detail. We can see all of the fiber pathways in this gorgeous data set. Once we get there down to 1 micron cubic, that is an 8 petabyte data set. So the numbers are exploding on us. Unfortunately, we have, in our setting, we have the computational infrastructure to deal with these kinds of data sets. So the Ludmer Center CBrain environment is available to any of you as well. There's no club. This is a platform that's available to everybody. Of course, we may have the problems of success of people piling on. We'll worry about that if it happens. And just to finish up, we're only interested in brain. That's all we know about, whether it's human brain or rat brain. But the platform itself is equally applicable for people involved in motor engine design or airplane fuselage fluid dynamics or cosmology. It's a completely Catholic platform. You can put your own tools and analyze your own data on it. So I think that we have here a platform which will potentiate a lot of FRQS research in years to come. Thank you very much. Alors, bonjour. Merci d'être là. Oui, aujourd'hui, je suis vice-président de la compagnie Nuvi Camera, qui a été fondée à la suite de mon doctorat en astrophysique. Tout à l'heure, on parlait de risques dans la recherche. Je crois que mon projet, en ce sens, était assez risqué. Un risque qui a été bien partagé, en fait, entre une industrie qui a bien voulu, en fait, qui a compris le potentiel et qui a voulu jouer le jeu, donc qui a financé une partie de mon doctorat grâce à une bourse de recherche à incidence industrielle. La compagnie s'appelle Photon, etc., qui est basée à Montréal. Et forcément, le CRSNG qui a financé la partie académique de ma bourse. C'était un projet très ambitieux. On voulait partir d'une puce d'imagerie qui existait déjà et on voulait augmenter sa sensibilité. Augmenter la sensibilité, ce n'est pas quelque chose qui est facile. En fait, on ne peut pas augmenter la sensibilité de la puce. On peut diminuer le bruit inhérent à la lecture. Donc, tout est toujours une question de signal sur bruit. Si on a la même quantité de signal, on a moins de bruit lors de la lecture. On va avoir des images plus nettes. C'est un défi électronique très audacieux. On devait construire complètement à nouveau l'électronique autour de la puce d'imagerie pour être capable de voir si le concept que j'avais en tête à ce moment-là fonctionnait. Ça, c'est un travail qui prend plusieurs années, mais qui a donné des résultats intéressants. Donc, c'est un risque qui a payé. Et à la suite de mon doctorat, donc, Photon, etc., m'a offert de démarrer une entreprise avec ce projet-là. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis vice-président de Nuvi Camera. Donc, commençons. Next. OK. En fait, qu'est-ce qui nous a amené à vouloir avoir des caméras aussi sensibles en astrophysique? On avait des objets comme ça à observer. Une galaxie, ici, une image qui a été prise à l'Observatoire du Mont Mégantic. C'est une image qui a pris 150 minutes à acquérir, donc presque 3 heures, pendant laquelle on a obtenu environ 3 millions de photons provenant de la galaxie. Donc, 3 millions, ça peut être un chiffre qui semble grand, mais si on compare à ce qu'émet une ampoule de 100 watts en 1 seconde, juste un petit sondage comme ça, pensez-vous que la réponse, c'est A, B, C ou D, donc entre 10 000 fois et 100 000 milliards de fois plus de lumière qui est émise par une ampoule de 100 watts que ce qu'on a collecté en 3 heures à Mégantic? Ceux qui disent A, B, C, D. OK, bon, vous êtes quand même pas pire. La réponse, oui, c'est D. Donc, juste pour vous montrer à quel point c'est pas beaucoup de lumière. Donc, en 3 heures, on a collecté 100 000 milliards de fois moins de lumière que ce qui est émis par une ampoule de 100 watts. Donc, ça prend une caméra extrêmement sensible. C'est pour ça qu'on dit que c'est des caméras à comptage de photons. On voit les photons, les particules de lumière arriver une après l'autre. Donc, juste pour comparer, voici ce qu'on réussit à faire avec les anciennes caméras sur une image d'une galaxie et voici ce qu'on a réussi à avoir sur la même galaxie, le même objet avec la technologie que j'ai développée. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit il y a un potentiel en astrophysique, mais c'est sûrement applicable aussi à d'autres domaines. Donc, c'est ce qui a amené à la création de Nuvi Camera. On savait très bien que l'astronomie
elle-même n'était pas un marché assez grand pour permettre l'expansion d'une compagnie. Quand on a regardé ce qui était possible du côté biomédical et ultimement médical, on a vu qu'il y avait une viabilité potentielle, si on veut, à la compagnie. Donc, elle a été fondée en 2010. On a maintenant 15 employés et nos ventes, dès le départ, étaient à l'international. Le marché québécois en tant que tel n'est pas assez grand là, pour nous supporter. Donc, notre deuxième vente, ça a été au Japon, la troisième aux États-Unis. Et tout ça, ben, en fait, le processus de développement part toujours d'un prototype. Donc, ça, c'est ce que j'avais à la fin de mon doctorat. Donc, une caméra qui tient avec des élastiques et du papier collant. Et bon, notre premier produit, si on veut, dans la compagnie, au moins, on démarrait la compagnie avec un prototype. On a pu développer assez rapidement un produit plus facilement commercialement utilisable qui était refroidi à l'azote liquide. Et maintenant, depuis, on a réussi à développer une caméra qui est beaucoup plus facile d'utilisation, qui n'a pas besoin d'azote liquide pour être refroidi, donc qui permet d'être intégré dans des appareils pas chirurgicaux, mais de recherche, donc beaucoup plus facilement. C'est une caméra qui ne demande aucun entretien. Donc, c'est quoi le défi quand on passe du télescope au microscope? Pour la caméra, en fait, il n'y a aucune différence. La caméra, elle va acquérir les photons. Donc, ce qui change, c'est l'échelle. Ici, sur une image spatiale, l'échelle est d'environ une année-lumière pour ça ici, alors que sur un microscope, ben, on va aller chercher des échelles de l'ordre du micromètre. Donc, c'est là où on passe du macroscopique au microscopique. Mais c'est exactement la même caméra qui a pris ça. Pour elle, elle voit les photons. Les photons qui nous viennent du ciel, on dit c'est des vieux photons. Ils ont voyagé des millions d'années avant de venir. Les photons pris par le microscope, c'est des nouveaux photons. Mais la caméra ne fait pas d'agisme, je vous le promets. Donc, si maintenant on regarde ce qui est possible de faire en microscopie, si on compare ce qu'on voyait avec les anciennes caméras par rapport à ce qu'on obtient nous, bon, peut-être c'est difficile de voir, mais en fait, ça, c'est une cellule de pollen, en fait, qui a été observée à McGill au laboratoire SCIENT du Dr. Brown. En fait, en utilisant notre caméra sur exactement le même microscope, les mêmes conditions exactement, on est capable d'avoir un bien meilleur contraste sur les pourtours de la molécule et surtout aussi sur toutes les structures à l'interne. Donc, seulement en changeant la composante d'imagerie dans un système de microscopie, on est capable d'améliorer la sensibilité du système. Et dans le vivant, ben, c'est très important parce qu'on est souvent limité dans le temps qu'on a pour observer une cellule. Quand il y a des trucs qui se passent, quand une cellule se divise, on veut avoir une résolution temporelle élevée. Donc, on n'a pas, comme en astronomie, tout le temps qu'on veut pour observer l'objet, pour acquérir les photons. On doit être rapide, être sensible. Si on regarde ce qui se passe aussi, on peut utiliser notre caméra pour de l'imagerie sur les petits animaux, pour tracer, en fait, souvent ça va être pour l'étude sur l'efficacité des médicaments, des choses comme ça. Donc, on travaille de plus en plus avec des traceurs lumineux plutôt que radioactifs, qui ont certains avantages, certains inconvénients. Mais de plus en plus, en fait, on va aller vers la bimodalité ou multimodalité dont on parlait tout à l'heure le docteur Lecomte. Ici, en fait, c'est un exemple où on utilise notre caméra pour voir la lumière émise par un traceur luminescent qu'on va coupler avec de l'échographie pour être capable de bien aller trouver d'où provient la lumière. Donc, en fait, souvent, comment évolue un cancer dans un petit animal, des choses comme ça. Donc, en mariant échographie et luminescence, on est capable d'avoir un traceur très précis, en fait, de l'évolution d'une maladie. Ça a été fait à l'École polytechnique et à l'Institut de cardiologie. L'Université de Sherbrooke, le CHUS aussi travaille sur d'autres traceurs bimodaux où là, on veut combiner médecine nucléaire et luminescence. Donc, forcément, souvent, en fait, on veut être capable d'aller chercher des concentrations de fonctionnement où ce qu'on utilisait en médecine nucléaire, on va avoir la même concentration
pour les traceurs lumineux, ce qui est excessivement demandant. On va avoir des concentrations très, très faibles. Et grâce à notre caméra, en fait, des tests qui ont été faits l'an dernier, on arrive presque à un niveau de concentration qui peut être égal, donc qui nous permettrait de marier le TEP et certains traceurs lumineux, donc des applications potentielles pour nous. Aussi, on est rendu du côté médical. Donc, un système qui a été développé à l'École polytechnique encore. Notre caméra a été couplée à un microscope Zeiss et permet en fait de donner un feedback en temps réel au chirurgien pendant la résection d'une tumeur au cerveau. Donc, avant, en fait, ce que le chirurgien pouvait voir, c'était simplement de la fluorescence émise par la tumeur. Maintenant, en imagerie hyperspectrale, on est capable de lui montrer exactement où est-ce qu'il reste encore certaines cellules cancéreuses. Par exemple, ici, en fluorescence, simplement, on ne voyait rien, alors qu'avec le nouveau système, on est capable de faire ça. Donc, on diminue les chances de récidive en étant capable de mieux opérer la tumeur. Donc, en conclusion, NuVu Caméra, ce qu'on fait, on fait de l'innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer uniquement sur ce sur quoi on est bon, c'est-à-dire les caméras, et on s'associe avec des chercheurs pour en fait bénéficier de leur expertise et les faire bénéficier de notre expertise, si on veut. Donc, on n'a pas la prétention d'être bon dans tout, mais on veut s'associer avec des gens qui sont bons dans d'autres choses que nous. Et bon, j'ai plus de temps, mais donc c'était un projet qui a commencé en astronomie, qui nous amène au biomédical et qui nous ramène finalement vers l'astronomie, c'est-à-dire que il y a un instrument qu'on veut mettre sur le prochain télescope spatial de la NASA qui s'appelle WFIRST, qui permettrait d'être capable de voir des terres autour de d'autres étoiles. Et ils ont besoin d'une technologie comme la nôtre. On est pour parler avec eux, en fait, pour réussir à intégrer notre technologie dans ce télescope-là qui pourrait être lancé autour de 2024. Donc, voilà, ben, je vous remercie. Puis, Je vais commencer avec M. Lecomte. Alors, Dr. Lecomte, si le grand public avait une chose à retenir de vos travaux actuels, ce serait quoi? Ce sont des questions très faciles. L'imagerie préclinique. On pense à l'imagerie chez l'humain toujours, mais si on fait de la recherche biomédicale, c'est très utile, très intéressant de pouvoir faire de l'imagerie chez des petits animaux qui sont des modèles souvent de maladies humaines, où on peut faire de l'imagerie de façon beaucoup plus contrôlée que chez l'humain. On peut répéter des procédures chez le même animal. C'est un outil de recherche qui est vraiment extraordinaire pour développer de nouveaux médicaments, de nouveaux traceurs, comprendre les phénomènes. Excellente réponse et en respectant le temps, alors merveilleux, merci. Alors, Alan Evans, dans votre domaine, quelle serait la priorité de recherche pour les prochaines années? What would be the priority for the coming years? Une autre question facile. What we need some technology for sure. We need more computational resources, but I think that we're so far ahead in terms of our acquisition technology that what we really need right now are resources at the human level. We need more students and postdocs to drive us forward. We've got so much already in place in terms of the amount of data we've got at our disposal. We want to turn that data into knowledge. So it's really the resources to get people working at the computational end to analyze the data. Alors ça, c'est un message pour l'FRQ, la subvention des étudiants et postdocs, c'est essentiel pour l'avenir scientifique de Québec. Si on se projette dans l'avenir, d'ici 10 ans, j'ai choisi parce que c'est vous le plus jeune des présentateurs, d'ici dans 10 ans ou 50 ans même, soit au 100e anniversaire de FRQS, où en serons-nous en matière d'imagerie médicale? Il n'y a que des questions faciles. Sûrement, on
on va faire, en fait, dans le médical, je crois qu'on va être rendu à faire de l'imagerie intercorporelle, c'est-à-dire on va sûrement être capable d'avoir des capteurs qu'on injecte qui vont être capables d'aller chercher de l'information directement à l'intérieur des organes, qui vont pouvoir se déplacer dans le corps. On ne sera pas nécessairement comme on fait aujourd'hui par l'extérieur parce que c'est un gros problème. En fait, quand on travaille en nucléaire, c'est assez facile parce que les photons très énergétiques ne sont absolument pas absorbés ou diffusés par les tissus. Quand on parle de lumière visible, c'est beaucoup plus difficile. Ça prend des modèles très complexes pour être capable de retrouver par ce qu'on voit à l'extérieur d'où provient la lumière exactement. Donc, de quoi a l'air la tumeur, la cellule ou ce qui émet la lumière. Donc, en pouvant aller directement dans le corps, en ayant des trucs automatisés, des robots, c'est très science-fiction, mais c'est possible qu'on y soit dans 50 ans. Merci, c'est un grand défi. Alors, moi, j'aimerais poser une question pour vous trois, tabler sur les commentaires que vous avez faits, parce que c'est un peu ce que Alan disait avant, qu'il y a la problématique des données. Vous êtes des gens qui travaillent avec les capteurs, surtout vous deux, vraiment avoir perfectionné des capteurs remarquables qui sont capables de collectionner les données. Alan dit que déjà, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour modéliser ces données, pour faire avancer, comme disait Dr. Evans, the knowledge? Alors, je pose ça à quiconque, whoever wants to answer the question. Ben, il n'y a jamais trop d'informations. Je pense que le maximum d'informations qu'on pourra collecter, ben, déjà, on aura l'information. C'est sûr qu'il faut trouver les moyens de l'exploiter. Et peut-être qu'il faudrait développer aussi ce qu'on appellerait du digging, être capable d'aller chercher l'information pertinente à travers une masse d'informations qui est immense et qui n'est pas toujours nécessaire. Alors, autre réponse? Other answers? Science has changed. It's now every problem that we're dealing with is essentially a multivariate problem. And once you say that, it's no longer a categorization between those people who have the disease and those people who don't. It's a continuum. And this requires mathematics and statistics and modeling. Whatever the disorder, it's always the same problem. So we need to build bridges between the biological sciences in our case and the physical sciences so that there are a lot of solutions that have already been worked out in other fields, but we need to bring those solutions into our world. So there's a lot of bridge building required. Merci. Un message qui est complètement en arrimage avec le message de notre scientifique en chef pour la recherche intersectorielle. Alors, il semble qu'il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup pour ces présentations. Je suis Habib Ben Ali, je fais partie de l'INSERM, donc des personnes que vous avez invitées, et on est très, très heureux d'être là. Donc je voulais juste poser une question concernant la partie détecteur à Monsieur Lecomte. Donc il y a tout un aspect technologique qui a été développé. Vous avez marqué énormément ça, mais il y a énormément de développement qui était le post-traitement des données d'imagerie nucléaire en TEP, en SPECT, et des outils liés à la correction de la diffusion, de l'atténuation. Vous avez mentionné les techniques de reconstruction, et donc beaucoup de progrès interdisciplinaires qui ont été faits et qui ont permis d'améliorer la résolution, d'améliorer la quantification, et les outils de simulation, Monte Carlo notamment, pour valider les outils vers ça. Donc je voulais juste mentionner ça comme développement qui a permis aussi énormément d'accéder à de la quantification en médecine nucléaire. Le point que je voulais vous poser comme question fondamentale, c'est où est-ce qu'on se dirige avec l'imagerie TEP? Vous avez mentionné la TEP et l'IRM. Est-ce que ça, c'est un axe d'avenir, et en quoi vous voyez l'avenir dans ces axes intégrés? Un axe d'avenir parce que en imagerie TEP aujourd'hui, en clinique, on utilise un traceur qui est le fluorodéoxyglucose, le FDG.
Et les autres traceurs ne sont pas vraiment utilisés pour des applications cliniques, pour poser des diagnostics, alors qu'il y a des possibilités immenses avec les traceurs existants qui sont déjà disponibles. Le problème est de les faire passer du laboratoire ou des études cliniques vers des applications cliniques. Et il y a un empêchement majeur ou un frein majeur à ça. C'est toute la réglementation pour faire approuver les nouveaux traceurs. Et ce que Santé Canada exige, c'est d'une validation qui est la même que pour des médicaments. Et à mon sens, je suis physicien, alors peut-être que je m'aventure dans un champ où je ne devrais pas, mais à mon sens, on utilise des traces, des quantités qui sont subpharmacologiques. Et il n'y a pas de raison d'imposer une réglementation aussi sévère pour pouvoir utiliser des radiotraceurs à des applications cliniques. Alors, une des avenues où je vois qu'il pourrait y avoir des développements importants au niveau de la tomographie par positron, c'est là. D'autres développements, c'est des développements technologiques dont j'ai parlé qui vont permettre d'améliorer la qualité d'image, la précision qu'on obtient et le couplage avec d'autres modalités pour aller chercher toute l'information qui est pertinente pour poser un diagnostic. Alan Evans, donc j'étais surpris que vous ne mentionniez pas beaucoup les big data. Vous y travaillez beaucoup. Ça, c'est un aspect donc, du futur qui me semble très important, donc le traitement des grandes masses de données. Et l'autre aspect, c'est la collaboration avec la France. Je sais que vous intervenez beaucoup en liant C-Brain et le projet CATI. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Yeah, I didn't talk about the databasing side of things, but this is the other, as you say, elephant in the room. How can we communicate data between Quebec and France? We have developed, in the Quebec context, a databasing environment called LARIS. Jean-François Mangin in France has developed CATI. It's really important that we develop an interoperability between these platforms, because that will potentiate an awful lot of science on both sides to be able to talk to each other and share data. These basic infrastructural elements may be kind of boring, but it's essential if we're going to be able to communicate with each other. So I definitely want to follow up on Habib's suggestion to work on those interoperability. And by the way, the comment that I made earlier about the need for people who do mathematics and statistics, Habib is a perfect example of that kind of person. Voilà. OK. Alors, merci de cette excellente question. Alors, monsieur le scientifique en chef, avez-vous une question à poser? Peut-être plus un commentaire qui est en accord avec ce qui vient d'être discuté, tout ce qui est big data. Et j'ai mentionné au tout départ, le Québec, on est petit. On va générer de plus en plus de données et comment mieux les intégrer dans des grands réseaux internationaux, que ce soit en partenariat avec la France pour les intégrer à l'intérieur de l'Europe ou que ce soit avec des équipes à l'international. Très important, ici on parle des sciences de la vie, de l'imagerie cérébrale, mais en termes d'analyse future dans le domaine des sciences humaines, des sciences sociales, ça va être énorme, encore plus grand que tout ce qu'on peut croire, ce qu'on peut penser du côté du cerveau. Donc là aussi, comment intégrer les équipes québécoises à l'intérieur de grands réseaux de ce type-là et d'être capable d'analyser les résultats, les données, comme disait Alan. À un moment donné, on a plein de données. Il faut savoir reconnaître ce qui est important là-dedans et avoir des experts qui vont être capables de les analyser et utiliser ces résultats-là pour faire avancer la science. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dernière question à madame ici. Je pense que toute forme d'innovation, particulièrement dans les nouvelles technologies d'imagerie, pourrait aussi être accompagnée d'une certaine forme d'évaluation éthique. Bref, tantôt, on entendait avec l'INSERM que l'INSERM avait été mandaté pour donner leur point de vue aux évaluations sur des grandes questions sociales. Et je voulais avoir votre point de vue. On a mis en place des super méthodes d'imagerie, on l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand il peut y avoir une dérive? Je pense ici au neuromarketing, par exemple, où on va utiliser de l'imagerie cérébrale pour voir si on vend mieux du Coke ou du Pepsi, là. Est-ce que vous considérez, à long terme, dans les 50 prochaines années, je crois qu'on va devoir se pencher là-dessus, je crois qu'on va
être mandaté ou pas pour répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est un rôle qui nous revient ou pas, selon vous? OK, on a 0 seconde à les répondre. OK? Qui veut le prendre? Alors, moi, je vais tenter de répondre. Je crois que c'est tout à fait correct comme question à être soulevée. Et je dirais davantage, avec le big data et la problématique de toutes ces informations-là, il y a tout un aspect, je dirais, de science sociale qui doit être y rajouté pour vraiment pouvoir interpréter et même décider quelles sont les grandes questions qu'il faut aborder. Alors, c'est pas, oui, il y a la question éthique qui est très importante, mais il y a aussi même des questions qu'on attend de donner, comment on va les utiliser et quelles sont les bonnes questions à aborder. Parce que on n'a pas les moyens toujours de poser toutes les questions. Et certaines questions sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus justifiées que d'autres. Donc, je crois que ces présentations soulignent l'importance de la recherche intersectorielle dont on parlait et aussi de l'excellente recherche et l'excellente technologie qu'on a ici au Québec et qui pourrait servir comme plateforme pour interagir et collaborer avec le monde entier. Alors, avec cela, j'aimerais, malheureusement, on n'a plus le temps, donc j'aimerais remercier encore une fois nos conférenciers et remercier l'FRQS et les organisateurs pour nous avoir invités de présenter ce matin. Merci beaucoup. Il y a une pause de 10 minutes.